Bonjour, on va poursuivre notre cours d'écologie générale 1. Donc le troisième dernier chapitre de cette première partie, intitulé la notion de biome. Donc ça je l'ai déjà signalé au début dans les chapitres précédents lorsqu'on a traité les écosystèmes et biocénoses. Les biomes sont en fait des écosystèmes de grande taille, de grande échelle, mais la définition exacte a été très discutée au cours de ces dernières années. Donc, on peut signaler le biome en tant qu'aire biotique, une aire biologique, essentiellement, une écozone, une écorégion, un ensemble, en fait, mais cette aire biologique, elle est limitée biogéographiquement, sur le plan biogéographique. Ce qu'on peut être certain, c'est que les biomes, c'est un ensemble d'écorégions. C'est un ensemble d'écosystèmes ou un ensemble d'écorégions avec des caractéristiques biogéographiques assez particulières et qui est particulièrement dénommé à partir de la végétation et des espèces animales qui prédominent ou qui se sont adaptées à ce type de milieu. C'est ça la définition la plus concrète actuellement acceptée. Donc, c'est un ensemble d'écorégions. Alors, ces écorégions qu'il ne faut pas confondre avec les écozones. Donc, on a, et ce qu'on peut dire, c'est un grand macro-écosystème qui va englober plusieurs caractéristiques écologiques, aussi bien que ce soit terrestre ou que ce soit aquatique. Donc, les premiers biomes qui ont été définis, ce sont été les biomes terrestres, en fait. Les biomes terrestres qui ont été définis sur des critères biogéographiques bien définis. Parce que, au niveau du milieu aquatique, au milieu marin, le critère de zonalité, il est très difficile à distinguer ou à mettre en évidence, et par conséquent, il est difficile de créer des vrais biomes. Donc, c'est plus tard qu'on va voir qu'on a adopté d'autres critères à l'échelle d'études pour créer le terme biome aquatique. En fait, pour certains naturalistes, aussi bien biogéographes qu'écologues, la terminologie de biome est aussi associée à celle de paysage bioclimatique. Le paysage bioclimatique, ça veut dire un espace biogéographique associé au bioclimat. Donc, et ils ont aussi insisté que ne pas confondre ce paysage bioclimatique avec celui de l'écozone ou celui de l'écorégion. Et par conséquent, à l'échelle de c'est une partie de la planète qui partage un climat, une faune et une flore bien précises. Donc ici, je vais plus ou moins résumer ces différences entre biome, écozone, écorégion, habitat et écoton qu'on a signalé auparavant. Ce sont des termes qu'on a déjà vus. Donc, pour ne pas confondre. L'habitat, on avait déjà signalé, c'est une zone de conditions écologiques ou environnementales uniformes qui fournit un espace vital à une population donnée, population biologique ou une population espèce. Le biotope, c'est aussi une zone de conditions environnementales ou écologiques uniformes qui formait un espace vital pour un ensemble d'espèces de flore et de faune qu'on appelle communauté. Ça, on l'a déjà signalé. Par contre, l'écozone, c'est une zone de la surface terrestre, une grande zone de la surface terrestre, à une grande échelle, formant une entité écologique, définie par des facteurs abiotiques et biotiques particuliers. Par exemple, des plantes et des animaux particuliers qui caractérisent cette zone qui est généralement de grands espaces. C'est le cas, par exemple, des déserts, des océans, des hautes montagnes, des sommets de montagnes, ce qu'on appelle les crêtes, les sommets de montagnes. Ils peuvent créer ce qu'on appelle une écozone. Donc, l'écozone, c'est une surface du partie de la planète, mais à des grandes échelles, avec des caractéristiques abiotiques et biotiques particulières et qui permettent de la caractériser. Alors que l'écorégion, c'est une région écologique, bien sûr, ou une zone géographique relativement vaste, moins importante que l'écozone, d'après les spécialistes, et qui peut être distinguée par sa nature géomorphologique, son climat, ses sols, son hydrologie, sa flore et sa faune.
Donc c'est une définition qui est assez proche de celle de l'écozone et qui est assez proche aussi de celle du biome. Mais tout de même, on va voir que le biome, il a ses propres caractéristiques. Donc, la terminologie de biome a été d'abord signalée à un ensemble de caractéristiques qui sont à savoir, premier caractéristique déterminante de biome, c'est le climat. Comme vous voyez là, la température et les pluies. Ce sont les éléments qui déterminent le type de plants, la végétation qui pousse dans le biome. Exemple, le climat arctique, le climat tempérique, et les espèces animales qui vont se développer et former une chaîne alimentaire typique. Le biome, il est souvent régulé par un grand prédateur spécifique. Donc, je donne ici des exemples de biomes terrestres. Il y a la taïga, qui est un climat subarctique humide, caractérisé par une végétation de forêt boréale. Et le grand prédateur de la taïga, c'est l'ours polaire. Ou bien je prends le cas de steppe ou du désert. Donc c'est un climat tempéré à semi-aride ou parfois aride, désertique essentiellement. Et le grand prédateur, c'est le lion. Donc là, c'est un biome bien précis. Donc, la classification des biomes, en fait, c'est une classification qui a été au début, très admise au niveau terrestre, essentiellement, mais il s'est produit encore plusieurs types de classifications qui ne sont pas similaires, qui ne sont pas équivalentes. Et les critères qui ont été définis, ça dépend des besoins des chercheurs ou des objectifs qui ont été développés selon les États ou selon les organisations écologiques ou l'organisation des naturalistes qui les choisissent. Ainsi, par exemple, si je prends l'exemple de la WWF, qui est World Wide Fund for Nature, le Fonds mondial de la nature, distingue deux grands types à l'échelle de la planète. Il distingue les biomes terrestres et les biomes aquatiques. Cette organisation, elle organise les groupes biologiques, c'est-à-dire les groupes d'organismes dans, par exemple, une biosphère, 13 écozones marines, 8 écozones terrestres, 14 biomes terrestres, 12 biomes d'eau douce, 5 biomes d'eau marine, 238 écorégions mondiales, sous le nom de ce qu'on appelle le Global 200. 200, c'est-à-dire le Global 200. Alors, plus, il a signalé qu'il existe 1525 écorégions et écosystèmes. Donc là, selon ce qu'on des critères bien précis, ce qu'on appelle des groupes ou les groupes biologiques, selon les groupes biologiques incluant la végétation et les animaux. Donc il a plus ou moins mis à l'écart le facteur climatique. Les biomes anthropogéniques, c'est-à-dire où l'intervention de l'homme va réagir, ce sont des biomes qui sont basés sur la biogéographie. Il y a les biomes terrestres les plus connus, essentiellement. Il y a 7 grandes aires biotiques, à savoir les toundras, les taïgas, les forêts feuilleuses, tempérées, les déserts, les steppes, les savanes, les forêts équatoriales. Et puis vous avez les biomes aquatiques avec 2 catégories, les littoraux et les abysses, c'est-à-dire les profondeurs. Bien sûr, là, ce sont je suis en train de rappeler une historique de la définition des biomes et de la classification des biomes. Les biomes mondiaux, bien sûr, et souvent sur les caractéristiques, mais on va voir cette classification chez, par exemple, le cas des biomes terrestres. Les biomes terrestres, comme vous voyez là, c'est une classification qui tient en compte 2 grands types de gradients. Le gradient de précipitation ou d'humidité, en allant des régions les plus humides vers les régions les plus arides ou les plus secs, et le gradient de température, en allant des régions chaudes vers les régions froides. Et comme vous voyez sur ce triangle, ces biomes permettent de caractériser 4 grands espaces. L'espace arctique, l'espace subarctique, l'espace ou l'aire biotique tempérée et l'aire biotique tropicale. Bien sûr, dans cette aire biotique tropicale, on va distinguer ce qu'on appelait les zones azonales. Donc, on va voir. Et ces aires-là
sont matérialisés sur ce slide ou sur cette carte du globe terrestre. Vous avez les deux intertropiques, celui du Capricorne et celui du Cancer et l'équateur, et vous avez les pôles. Et comme vous voyez, les biomes terrestres, on les subdivise, on sait, 4 grandes subdivisions, à savoir l'Arctique et le subarctique, l'Arctique et le subarctique, le grand, donc ici ils sont associés, qui englobent le toundra et le taïga comme milieu végétal. Donc le toundra, c'est un milieu où il y a que de la végétation simple, des herbacées essentiellement. C'est un milieu arctique humide avec 37 écorégions. Le taïga avec un milieu subarctique, essentiellement un climat subarctique humide, parfois hyper humide, et caractérisé par une végétation de forêt boréale, formée de conifères, tels que les sapins, le pin essentiellement, et confère 28 écorégions. Donc entre le toundra et le taïga, je perds presque 10 écorégions. Donc on passe de 37 à 28 écorégions. Je descends encore en latitude. Regardez, je parle. Vous avez ici, regardez, vous avez la toundra, c'est presque toute la glace, donc au cours de toute l'année, mais il y a un système herbacé. Regardez, uniquement, il n'y a pas de forêt dans la toundra. Par contre, dans la taïga, je trouve la forêt boréale. Donc c'est juste en bas. Donc c'est la couleur bleu clair. C'est des forêts de conifères. C'est la taïga, comme il est indiqué sur votre slide. Et puis je passe vers la région tempérée. Voilà, le climat méditerranéen, notre climat essentiellement. Donc c'est dans l'intertropique du Cancer, avec 30 degrés au nord de tropical, de l'équateur. Donc cette région, j'ai plusieurs écorégions dans cette biome de tempéré, les biomes tempérés. Vous avez des forêts tempérées conifères, forêts tempérées froides, humides, avec 50 écorégions approximativement. Forêt tempérée caducifoliée mixte, c'est-à-dire caducifoliée, c'est-à-dire qui perd ses feuilles au cours de l'année, au cours de l'automne, essentiellement, avec 84 régions. Prairies de savane et de broussailles, je trouve là, lorsque j'arrive au niveau de la région saharienne, je trouve de la savane, essentiellement des prairies de broussailles, des herbacées semi-arides avec 45 régions, et forêts et bois de broussailles méditerranéennes, donc c'est notre région, plus ou moins, avec un climat tempéré chaud et humide, et la forêt et les sclérophiles, 39 à 50 écorégions. Donc on est, les biomes tempérés, on est aux alentours de 50 à 60 écorégions approximativement. Je descends vers le tropical ou le subtropical, je suis à ce niveau-là, essentiellement, et je trouve donc ici des forêts tropicales, subtropicales, conifériennes, c'est des conifères toujours, mais qui sont des forêts ombrophiles. Il y a beaucoup il y a donc riches en précipitations, essentiellement, riches en précipitations lorsqu'ils sont humides. Donc subtropical humide, caducifolié, aux forêts ombrophiles, donc de grande taille, essentiellement, forêt tropicale, subtropicale, sèche ou caducifoliée, avec de nombre de écorégions assez important lorsque la forêt elle est ombrophile, 231 écorégions. Donc le nombre elle est assez important. Donc je passe jusqu'aux prairies de la savane de broussailles tropicales subtropicales avec un climat semi-aride. Alors regardez là, entre chaque biome, le nombre des écorégions peut varier. Le quatrième type, c'est le type azonal, ou ce qu'on appelle les biomes azonaux. Donc je suis dans la partie désertique essentiellement. Ces biomes azonaux, il y a le désert qui prédomine, ou les broussailles xérophytiques, c'est-à-dire le climat il est totalement aride, sec, avec 99 écorégions, avec des prairies de broussailles et parfois de montagnes. Je peux trouver des montagnes dans les milieux arides, tels que dans la région de Kenya ou de Tanzanie. Et puis dans les régions tempérées tropicales, à haute altitude, je peux trouver 50 régions, écorégions essentiellement. Donc là, c'est une distribution basée sur des critères de température et d'humidité et qui permet de
de subdiviser la planète Terre en 4 grands biomes et qui peuvent parfois subdiviser arctique, subarctique, tempéré et tropical. Et dans ces biomes-là, je trouve un ensemble. Donc, je reviens à la définition que j'ai dit tout à l'heure. Le biome, c'est un ensemble d'éco-régions. Les biomes aquatiques. Alors, les biomes aquatiques, ce sont des biomes qui ont des caractéristiques propres, parce qu'on n'a pas une zonalité bien précise. Parce que dans le milieu marin, il y a des courants permanents, des courants atlantiques, des courants verticaux, des courants horizontaux, qui se font dans la phase aquatique. Et par conséquent, les critères, ce sont des critères qui seront plus ou moins liés soit à la profondeur, soit à la composition chimique ou salinité du milieu. Et dans ces milieux aquatiques, aussi biomes aquatiques, on distingue 2 grands types. Ce qu'on appelle les biomes aquatiques qui sont définis en fonction de leur salinité. On a les biomes marins et les biomes d'eau douce, ce qu'on appelle les biomes d'eau salée et les biomes d'eau douce, ou dulcicole. Par les biomes marins qui constituent les mers et les océans, c'est en général les milieux marins, les biomes marins sont caractérisés par une salinité qui est supérieure ou égale à 10 grammes par litre. Et une moyenne de biomes environ de 35 grammes par litre qui est la salinité normale du milieu marin. Donc, ils sont les plus abondants puisqu'ils couvrent approximativement 70% de la surface de la planète Terre. La distribution dans ces organismes, elle est variable et elle dépend généralement de la profondeur des eaux et de la proximité à ses côtés, essentiellement. Généralement, on va voir qu'il y a 5 grandes zones ou 5 grands domaines dans les domaines des biomes marins. Il y a le domaine océanique proprement dit, domaine océanique, c'est-à-dire l'océan proprement dit, dans lequel on va distinguer une province néritique et une province océanique. Une province néritique qui est l'océan près du littoral, et la province océanique, c'est le grand océan, c'est-à-dire le large, que je vais développer sur le slide suivant. Voilà, le domaine océanique proprement dit. Donc vous avez une partie qu'on appelle la province néritique, qui est le PN, qui est tout près du littoral, le plateau continental. Cette province océanique, il a une profondeur minimale, qui n'est pas assez grande, et la pénétration de la lumière arrive jusqu'aux couches supérieures. Voilà. Donc c'est la province néritique. Et puis vous avez la province océanique qui est le large. Donc le large de la province océanique. Là c'est une distribution que vous voyez, elle est horizontale. Quand je parle de la province océanique, province néritique. Aussi bien la province océanique que la province néritique, et là, une stratification des domaines ou des sous-domaines inférieurs qui sont délimités par 2 facteurs importants. La lumière, la température, essentiellement, qui dépendent de la profondeur. De sorte que je peux avoir, entre le plateau continental et les abysses ou la plaine abyssale, une stratification allant de ce qu'on appelle des domaines épipélagiques, mésopélagiques, infrapélagiques. Et vous avez la profondeur allant de 0,50 m de profondeur, c'est l'épipélagique, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la zone adopélagique, qui est la zone des fossés ou des ravins marins. Là, c'est une stratification. Donc, et par conséquent, on ne peut pas parler d'une véritable zonation, parce que le critère ici, c'est la lumière et la profondeur. En allant vers un autre cas de figure, pour les biomes, on distingue les apuilines ou ce qu'on appelle les eaux littoraux, ou les mécanismes d'apuiline. Alors, les apuilines, ce sont des milieux où se forment des remontées de nutriments. Regardez là, ce sont des milieux qui sont très riches en nutriments et par conséquent, ce sont des eaux qu'on appelle ou qu'on qualifie de poissonneuses, très riches en poissons. Les apuilines, vous voyez ici, les apuilines se trouvent généralement sur le littoral du continent. C'est la partie littorale ou la partie continentale du milieu marin. Ce sont des zones généralement qui appartiennent aux régions tempérées et tropicales, mais on peut les trouver aussi dans les régions
nordiques, du fait qu'il y a un courant froid qui passe des profondeurs vers la surface et qui permet de régénérer la présence des nutriments marins essentiellement, et ce qui permet d'enrichir plus ou moins la biomasse planctonique et qui permet de donner des eaux poissonneuses riches en poissons à la surface des milieux littoraux. Vous voyez cette bande rouge qui contourne le continent, ce sont des zones d'upwelling essentiellement. Ce sont des zones d'upwelling. C'est un cas de biome, mais très imprécis et peut varier selon les conditions climatiques. Troisième cas d'upwelling marin, ce sont les milieux paraliques, ce sont les milieux qui se trouvent sur le parti du littoral. Donc les milieux paraliques, il existe normalement le cas du delta, le cas des estuaires et le cas des lagunes. Schéma d'un estuaire, d'un delta et des lagunes, comme vous distinguez là. Donc il y a 3 cas de figure. Ce sont des milieux qui marquent, ce sont des écotons, comme j'ai rappelé l'autre fois, des écotons qui marquent la transition entre le milieu purement marin qui est l'océan ou la mer et le milieu continental qui est l'oued par exemple, ou le lac essentiellement qui se trouve du côté terrestre. C'est généralement des écotones et ces milieux-là sont aussi des milieux qui ont des caractéristiques propres, qui sont capables d'avoir une écologie, comme on a dit dans la définition et une biodiversité assez importante. Et par conséquent, ils sont très productifs, aussi bien le delta que l'estuaire que la lagune. Un quatrième exemple, c'est celui des récifs coralliens. Les récifs, ce sont des constructions biologiques dues à des cnidaires qui sont les coraux. Et ces cnidaires vont donner des niches écologiques dans les régions tropicales assez importantes, essentiellement. La particularité des récifs coralliens, c'est qu'ils peuvent former des véritables biomes au sens strict de la terminologie du mot biome. Je m'explique. Vous voyez là, la zonation des biomes, des récifs coralliens, comme biomes. On voit que les deux biomes, les biomes de récifs coralliens, ils se répartissent entre ces deux bandes, qui sont les bandes des deux intertropiques, l'intertropique du Cancer et l'intertropique du Capricorne. Et ces deux intertropiques, aussi bien du Cancer que celui du Capricorne au nord, ce sont des intertropiques qui sont limités par les latitudes 23 degrés 26 minutes nord et 23 degrés 26 minutes sud. Et ce sont des eaux qui sont caractérisées par une zonation thermique, de sorte que entre les deux intertropiques, les isothermes sont comprises entre 20 degrés et 27 degrés des zones. Et par conséquent, j'ai une distribution des récifs coralliens entre ces caractéristiques, c'est-à-dire entre les isothermes 20 degrés et les isothermes 27 degrés. Et comme vous voyez, les récifs coralliens se distribuent dans cette zone-là. C'est-à-dire on ne les trouve pas ailleurs. On ne trouve pas des récifs coralliens dans le nord de l'Amérique ou dans le nord de l'Europe ou bien dans la Méditerranée. Donc il y a les récifs coralliens dans la mer Rouge, dans le golfe Persique, dans la région de Madagascar, dans l'Indochine, l'Australie, donc, et aussi dans la région de République Dominique essentiellement. Donc vous avez une distribution, donc c'est au sens strict les biomes les plus concrets au niveau du milieu marin. Les milieux polaires peuvent aussi former des biomes caractéristiques marins. Ce sont des banquises, ces milieux polaires ou les banquises. On distingue là l'Arctique et l'Antarctique. Bien sûr, l'Arctique qui couvre 30% de la surface terrestre, 70% des océans. Et vous avez l'Arctique, c'est la région de Groenland et le pôle Nord. Et l'Antarctique, c'est le pôle Sud essentiellement. Alors ces biomes-là, ils sont caractérisés, par exemple, par la présence de la grande baleine bleue, essentiellement, par la présence de l'ours polaire. Et dans la région sud, dans le cercle polaire antarctique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le manchot, donc il ne trouve pas dans la région nord, essentiellement, c'est une caractéristique de ces biomes-là. Les biomes dulcicoles. Les biomes dulcicoles, ou ce qu'on appelle les biomes d'eau douce, les milieux d'eau douce,
Ils sont caractérisés par une salinité inférieure ou égale à 1 gramme par litre. Tout à l'heure, on a vu que pour les biomes marins, c'est supérieur à 10 grammes par litre, essentiellement. Alors, dans ces biomes, la caractéristique, c'est la salinité inférieure à 1 gramme par litre. Et on les qualifie aussi comme étant des eaux continentales, qui peuvent être soit des eaux courantes, soit des eaux stagnantes, c'est-à-dire soit des eaux calmes, soit des eaux qui coulent. Et par conséquent, on peut distinguer le premier cas d'eau stagnante, c'est celui des lacs et des barrages. Alors, dans les lacs et les barrages, comme vous voyez un lac naturel de montagne, il y a un barrage artificiel qui est un lac artificiel fabriqué par l'homme. Essentiellement, les retenues de barrage, ils ont plus ou moins ce qu'on appelle des écolines, comme on a vu le cours précédent lorsqu'on a parlé des écotones et les écolines. Vous avez des thermoclines qui peuvent varier en fonction des saisons, essentiellement dans un lac. Par exemple, vous avez en été et en hiver, on a une thermocline qui va s'implanter de l'ordre de 0 à 3 degrés avec un hypolimnium et un hypolimnium et une thermocline de 10 à 20 degrés. Par contre, au niveau de l'automne et du printemps, il n'y a pas de thermocline, il n'y a pas ce cycle thermique, donc c'est-à-dire qu'il y a une conversion de la température au niveau du lac. Et c'est un cas d'exemple pour les milieux tempérés, pas pour tous les milieux, essentiellement. Pour les régions tempérées, essentiellement. Un autre cas d'exemple des biomes, c'est celui des terres humides. Terres humides telles que, par exemple, celui des merjas, des dayas, des sebras, donc essentiellement, ce sont des marécages ou des marais, des tourbières. Bien sûr, on utilise le terme de daya, de merja, de gilta, de sebra. Ce sont des termes qui ont été utilisés par notre région du Maghreb. Vous savez que l'hydrobiologie maghrébine a été bien développée au cours de ces dernières 20 années. Il y a beaucoup de chercheurs hydrobiologues qui travaillent sur ces écosystèmes, sur les merjas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de développer notre propre vocabulaire, non pas celui des marécages ou des merjas, ou des marécages, ou des marais, ou des étangs, ou des tourbières, mais on utilise le terme merja, daya, sebra, essentiellement, gilta, etc., qui ont été introduites dans la littérature scientifique en hydrobiologie. Aussi, on distingue comme biome de terre humide, c'est les bassins xéritiques, c'est-à-dire ce sont des milieux d'eau stagnante, mais qui n'est pas permanente. D'eau stagnante, je répète, mais qui n'est pas permanente. Ça veut dire que pendant une période de l'année, le milieu devient sec. Regardez là sur ce slide, il est complètement asséché, mais lorsque les pluies arrivent, il devient une zone humide, un marécage. Donc c'est ce qu'on appelle les biotopes, les biomes xériques ou le bassin xérique avec des remontées d'eau au milieu aride essentiellement. Et ce sont des milieux qu'on trouve généralement dans les climats semi-arides à arides essentiellement. Et vous voyez là, on associe même ces milieux aquatiques à l'aspect bioclimatique des régions. Quant aux eaux courantes, on a vu maintenant tout à l'heure, on a vu les eaux dormantes. Maintenant, les eaux courantes, ou ce qu'on appelle les cours d'eau. Alors, les eaux courantes, ils forment eux aussi un ensemble de biotopes caractéristiques qui peuvent aller jusqu'à quantifier des biomes. Et si cela est dû à la faune et à la flore, ça, on reviendra à la fin de ce chapitre en distinguant la faune et la flore, de ce milieu-là. Les cours de rivières, les ruisseaux, les oueds, les séguiers, etc. peuvent constituer des biomes dulcicoles caractérisés par des critères, non pas comme on a vu tout à l'heure de la vitesse, de la salinité, mais plutôt par le débit, la vitesse du courant, le relief, etc. Mais théoriquement, on peut distinguer 3 grands secteurs dans ces milieux qu'on appelle les milieux lotiques. Ce sont des biomes lotiques ou des milieux lotiques. Et par conséquent, ces 3 secteurs, ils sont déterminés par la vitesse du courant, l'oxygénation, etc. Il y a, en allant de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du sommet vers l'estuaire ou le milieu marin, on distingue 3 grands secteurs. Le crénon, le rétron et le potamon. Le crénon, le rétron et le potamon. Je répète encore. Le crénon, c'est le secteur de sources et leurs émissaires, là où il y a les sources essentiellement. Donc, il y a parfois des petits ruisseaux qui peuvent apparaître,
mais il est caractérisé par une grande vitesse de chute d'eau. C'est comme la cascade, comme vous voyez là. Ça, c'est une photo d'un crénon, essentiellement une grande photo. Donc la température, elle est très basse, elle est plus ou moins constante. L'oxygénation, elle est très importante et la diversité en espèces, elle est assez faible. Quelques espèces d'insectes et parfois des platelmintes qu'on peut trouver dans les sources de crénons. Puis on trouve le deuxième secteur qui est le rétron avec une pente beaucoup plus affaiblie. C'est la partie du cours d'eau de la petite rivière. Là où il y a le torrent, les ruisseaux, etc. C'est avec un régime torrentiel. L'oxygénation de ces milieux, elle est bonne. Ce sont là, on peut trouver une grande diversité. Donc là, dans ce milieu-là. Donc la vitesse, elle est diminuée par rapport à celle du crénon. Donc c'est le cas des ruisseaux ou bien des torrents. Le régime, il est torrentiel. Et puis le dernier secteur, où le profil hydrodynamique de l'eau, il est quasiment amorti. Donc, c'est la partie inférieure du cours d'eau. Donc, la vitesse, elle est faible, voire parfois elle est nulle. Dans ces conditions, la température, il va augmenter, l'oxygène dissous va diminuer et la diversité va devenir plus importante dans ce secteur. Donc, vous avez le potamment, donc c'est pratiquement, il y a de l'eau qui coule, mais d'une vitesse très faible, très faible. Donc là, la faune et la flore vont s'installer facilement et la diversité va augmenter grâce donc à une augmentation de la température, mais quand de même au détriment il y a l'oxygénation qui va devenir inférieure par rapport aux secteurs supérieurs qui sont suivés, ceux du rétron et ceux du crénon essentiellement. Puis, le dernier exemple, c'est celui des deltas et des estuaires, déjà signalés lorsque j'ai parlé des zones paraliques. Ce sont des zones de transition, des écotones, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces deltas et ces estuaires font des constructions sédimentaires, comme vous voyez là, donc des grandes deltas. Les grands deltas les plus connus, donc vous avez le delta de Nil, où il y a une grande activité, donc il y a toute une civilisation qui s'est développée sur le parcours du Nil, c'est la civilisation pharaonique, si vous vous rappelez bien. C'est très riche essentiellement, c'est très connu ce delta. Il y a aussi l'estuaire très connu de la région de l'Indochine, dans ces régions-là. Ce sont des écotones avec des caractéristiques écologiques très spécifiques. Ce sont des milieux généralement euryalines, euryésiques sur le plan écologique et aussi eurytopes de point de vue écotone, c'est-à-dire avec des variations très larges, avec des valences écologiques assez étendues pour les espèces qui y vivent. Donc, vous vous rappelez bien, on a dit que l'écotone, c'est la séparation entre deux barrières de transition entre deux écosystèmes, à savoir l'écosystème marin et l'écosystème d'eau douce, qui est la rivière ou le fleuve essentiellement. Donc, comme j'ai bien rappelé, donc cette zone de transition, elle a des caractéristiques propres sur le plan écologique, bien sûr, avec sa grande valence écologique, essentiellement. Je passe par la suite à la caractérisation biocénotique des eaux continentales. Bien sûr, ces eaux sont caractérisées par une faune et une flore particulière qui est régie par ces paramètres qu'on a définis tels que la salinité, la physico-chimique et les caractéristiques du milieu. Principalement pour la faune amphibie dans les eaux continentales, on distingue comme élément fondamental dans la production primaire, la production des consommateurs de phytoplancton, qui sont le zooplancton, qui sont des animaux de petite taille tels que le protozoaire, les protistes en général, et les larves d'animaux aquatiques de petite taille essentiellement qui dominent dans le zooplancton. Et puis je trouve les invertébrés qui sont les insectes en général, ou bien les gastéropodes et les mollusques en général, comme vous voyez sur ce slide à la partie terminale. Donc vous avez les détiques, les neppes, etc., les éphémères, les odonates, les neppes, les gérins, etc., comme invertébrés. Principalement, ce sont les insectes qui dominent, à part quelques rares gastéropodes et bivalves des eaux douces. Et puis on trouve les batraciens qui vont consommer bien sûr ces petites bestioles aquatiques.
avec une reproduction assez importante, les crapauds, les grenouilles, les titans, les salamandres, comme vous voyez sur ce numéro 4, essentiellement. Et puis vous avez les oiseaux, dont on distingue les milieux aquatiques, principalement les oïls, les canards, les cingles, le martin, les hérons cendrés, les hérons garde-bœuf, etc., qui peuvent fréquenter les marécages et les milieux palustres essentiellement. Et puis vous avez les poissons d'eau douce, à savoir la truite, le saumon, le brochet, la perche, la carpe essentiellement, le gardon, donc etc. Il y a beaucoup de poissons, surtout dans les régions tempérées. Et comme mammifères, donc je peux trouver parfois des rongeurs, essentiellement les rats, petits rats, ou bien la loutre, assez particulière, la loutre qui aime faire des régions marécageuses ou palustres essentiellement. Quant à la flore, comme élément biocinotique aussi important, puisqu'elle caractérise la productivité biologique, la productivité primaire, le phytoplancton qui demande, c'est essentiellement des algues microscopiques qui flottent dans la masse d'eau et donc qui constitue une source de nourriture pour le zooplancton. Et on distingue les diatomées, les chlorophycées, les cyanophycées avec les différentes catégories de chlorophycées essentiellement. Et puis on va trouver les xylophytes qui sont les végétaux qui possèdent un système racinaire et qui se trouvent dans la vage et sur les bergers, des cours d'eau ou bien des lacs, des lagunes, des petites lagunes, des marécages, et parmi lesquels on peut distinguer le carex, le jonx, les roseaux aussi. Donc vous avez là les roseaux, le carex, et ça, c'est un des petits graminées, on peut trouver des petits graminées d'eau. Et puis on peut trouver des hydrophytes et des végétaux développement de l'appareil végétatif de masse d'eau, tels que les nénuphars, ou bien les calitriches par exemple, ou bien des potamons qu'on peut facilement trouver. Ce sont des plantes à fleurs, essentiellement, qui peuvent se développer sur le milieu aquatique. Ou bien des plantes herbacées, telles que par exemple des typhas, ou bien des plantes ligneuses, précisément les arbustes, les petits arbustes. Donc, on se trouve aussi sur les berges des milieux palustres, tels que, par exemple, les répicilves, des rables, de frênes, des saules, de typhas, des joncs parfois, et des poacées, qui sont des graminées aquatiques qu'on peut facilement trouver sur les berges ou sur le littoral des lagunes ou des lacs essentiellement. Pour décrire un milieu d'eau continentale ou un biotope du continent, il y a des critères de paramètres de distinction, des caractéristiques par exemple, en caractérisant le bassin versant, par exemple la superficie, la pente moyenne, le climat, l'urbanisation, l'occupation du sol, la géologie, et puis le régime hydrologique, est-ce qu'il s'agit bien d'une eau dormante ou d'une eau courante, distinguer bien la temporalité de l'eau et la durée de mise en eau s'il s'agit d'une eau stagnante, ou bien des eaux courantes, voir l'alternance des crues, des étiages, des débits correspondants, c'est-à-dire la vitesse de l'eau, etc. La morphologie du milieu, la nature du lieu, les bergers, le faciès, sont des critères, des caractéristiques qu'on peut utiliser lorsqu'on fait une étude écologique du système d'eau courante essentiellement. Et ça, c'est une partie qu'on réserve généralement pour les sorties d'écologie et pour les TP d'écologie, tels que par exemple connaître la physico-chimie de l'eau, connaître son pH, sa température, l'oxygène dessous essentiellement, ainsi que les différentes combinaisons de ces paramètres essentiellement pour savoir quel est, si vous voulez, les préférendums écologiques de ce milieu-là. Et sur ça, je vais terminer cette partie, ce troisième chapitre, et qui va clore plus ou moins la première partie de ce cours d'écologie générale 1. Et merci de votre attention.